Salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'actualité hardware. Et si tu es en train d'économiser pour acheter une RX 8000 de nouvelle génération, sache tout de suite que ce n'est pas une nouvelle génération, mais plutôt une première génération. Mais je vais t'expliquer tout ça dans le Tech Actu. Eh bien, décidément, ça bouge énormément au niveau des rumeurs concernant Nvidia avec les fameuses RTX 5000. La semaine dernière, je vous disais que la 5090 allait sortir en premier, ensuite on aurait droit à la 5080, donc pour Noël 2024. Et c'était normal puisque les ventes vont exploser pour Noël, puisque les gens vont se lâcher pour les cadeaux. Eh bien, aujourd'hui, la rumeur concerne encore une fois les 5090 et 5080, mais tout a changé du tout au tout. C'est-à-dire que la 5090 devrait arriver après la 5080. Donc, selon Cockpit Setkimi, comme vous savez, il est dans les petits papiers de chez Nvidia et généralement, quand il lit quelque chose, même soi-disant c'est une rumeur, ça devient quand même à 100% vrai. Donc, la 5080 devrait arriver normalement pour Noël 2024. Ensuite, pour 2025, la 5090 devrait sortir. Mais on n'a pas encore de date. Alors, en fouillant un peu sur le net, j'ai trouvé quelques indications qui pourraient nous aiguiller sur vraiment la sortie de la 5090. Et apparemment, il n'y aurait que quelques semaines d'intervalle entre la 5080 et la 5090. Pourquoi Nvidia retarde tout simplement la 5090? Je pense honnêtement, c'est juste pour une question de timing. Vous le savez, on en avait déjà parlé. La 5090 est basée sur la même architecture GPU que les cartes graphiques pour l'intelligence artificielle. Et comme la demande est énorme au niveau de l'intelligence artificielle, je pense que Nvidia retarde justement l'arrivée de la 5090 pour nous les gamers pour récupérer ces cartes et les proposer à la vente pour l'IA. De toute façon, même en retardant ces cartes graphiques très haut de gamme, comme la RTX 5090, qu'est-ce que risque Nvidia? Absolument rien. On sait très bien qu'au niveau de la concurrence, il n'y a pas de carte à mettre en face d'une 5090. Alors si on analyse bien, cette rumeur pourrait vraiment être possible, qu'on puisse avoir une RTX 5080 et ensuite, en 2025, quelques semaines après, débarquer la 5090. Ils n'ont rien à perdre. Je trouve que cette rumeur est super intéressante puisqu'on l'avait déjà vue avant la sortie des RTX 4000. Rappelez-vous, Nvidia était en train de travailler sur un nouveau style de refroidissement pour les RTX 4090. C'est-à-dire qu'on avait un refroidissement passif à 4 slots, 4 emplacements, et on aurait pu avoir aussi 3 ventilateurs sur les Founder Edition. Aujourd'hui, cette rumeur refait surface pour les fameuses RTX 5000. Selon la rumeur, et attention, ce que je vais vous dire, c'est vraiment énorme, ce nouveau bloc de refroidissement pourrait gérer une puissance graphique de 800 watts en TGP. Je ne sais pas si vous imaginez 800 watts, vous rajoutez 200 watts et vous avez en gros un radiateur électrique juste à côté de vous. Selon les informations d'un fabricant de modules de refroidissement familier, Nvidia a déjà effectué des tests de vérification pertinents sur des modèles de refroidissement pour les cartes graphiques RTX 5000. Préparant évidemment le lancement de la RTX 5000, bien qu'il n'y ait pas de calendrier précis actuellement. Environ 4 projets sont en cours avec une puissance allant de 250 watts à 600 watts. Si on reste à 600 watts, en gros, c'est à peu près le TGP en pleine charge d'une 4090. On est bien d'accord pour l'instant, la 5090 ne dépasserait pas l'ancienne génération. Donc pour le coup, ça serait plutôt cool. Mais là où ça m'interpelle beaucoup, j'aimerais savoir la puissance de la carte graphique qui est à 250 watts.
Car supposons que les 250 watts appartiennent à une RTX 5060, là on fait un gros bond au niveau de la puissance énergétique. Rappelez-vous, une 4060 de base, on est à 160 watts selon les modèles. Et là, on prend 90 watts de plus. C'est juste, encore une fois, énorme. PS5 Pro, les performances officielles fuitent. Alors, ce n'est pas Sony qui nous affirme les performances, c'est simplement des documents officiels qui viennent de chez Sony, qui ont fuité sur le net, et bien sûr, les leakers s'en ont emparé. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'esthétique, eh bien en fait, ce sont que des concepts. Ce ne sont pas l'esthétique de base de la future PS5 Pro. Donc, vous avez vu dans la vignette, hein, ça peut être celle-ci ou alors celle-ci. Là, c'est du lourd. Récemment, ce sont les performances de la PS5 Pro qui ont fait parler d'elle. Un YouTuber a dévoilé un document énonçant de nombreuses caractéristiques pour la console, qui ont par la suite été confirmées par des sources proches du dossier à Insider Gaming. Plus récemment encore, The Verge, le site The Verge, hein, pas La Verge, a pu mettre la main sur des documents confidentiels avec des détails officiels. Ça y est les amis, on a des docs officiels. De la console, voici le rapide résumé des spécificités attendues. Maintenant, étudions un peu le tableau de la nouvelle PS5 Pro. Rendu 45% plus rapide que la PS5 actuelle. 45%, c'est juste énorme. 2 à 3 fois plus de ray tracing et 4 fois plus sur certains jeux. 33,5 teraflops contre 10,8 pour la PS5 actuelle. Solution du scaling anti-aliasing PSSR, PlayStation Spectral Super Resolution Scaling. Derrière se cache une surcouche AMD, bien sûr. La prise en charge des résolutions allant jusqu'à la 8K est prévue pour une prochaine version du SDK. Honnêtement, pour la 8K, bon, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas avoir du 120 Hz en 4K. Architecture d'apprentissage automatique personnalisée. On aura le droit à un accélérateur d'IA prenant en charge 300 TOPS de calcul 8 bits, mémoire, débit, efficacité, d'indifférence, si je ne me trompe pas, en électronique. Mais je peux me tromper, hein, je vais vérifier mes sources. Donc, honnêtement, c'est vraiment pas mal du tout. Je ne sais pas si les PCI se rendent compte, mais 33,5 teraflops, en plus sur des documents officiels, c'est juste énorme pour une console. Ça fait de la PS5 Pro, si elle sort comme ça, bien sûr, il y aura aussi la Xbox qui devrait sortir avec le même bundle, puisque de toute façon, c'est AMD qui le prépare. Donc, ça serait des consoles les plus puissantes au monde jamais fabriquées. C'est juste énorme. 33,5 teraflops, la PS4 Pro fait 4,2 teraflops. La Xbox One X, si je regarde sur mon petit tableau, 6 teraflops. C'est juste impressionnant. J'aime pas faire ce genre de comparaison, mais pour vous montrer un peu la situation actuelle, la PS5 Pro, comparée à un PC, c'est comme si vous avez un PC avec une RTX 4070 Super à l'intérieur. Car la 4070 Super équivaut à 35,5 teraflops. On est juste à la limite de la PS5 Pro. Et pour le prix, ben en fait, ça va un peu augmenter. Alors là, on est à 550 € de prix de base pour la PS5. Alors normalement, ça va être plus cher puisqu'il y a quand même plus de puissance dessus. Il faudra compter, mais attention, c'est mon estimation personnelle. Je pense qu'il faudra compter entre 600 et 650 € pour cette console. Et là, vous allez me dire, certains en tout cas vont me dire « Ouais, mais c'est vraiment trop cher pour une console ». Eh bien, écoutez, calculez le prix d'une RTX 4070 Super, par exemple. Et là, j'ai pris vraiment la moins chère sur Top Achat. 600 € pour la moins chère des RTX 4070 Super. Donc maintenant, si on la ramène au prix, allez, on va dire 650 € pour vraiment être large de la PS5 Pro, eh bien, je suis désolé, mais la PS5 Pro n'est pas si chère que ça. Parce que quand vous achetez une carte graphique, il va vous falloir le processeur, la carte mère, le boîtier, l'alimentation et tout ce qui va avec, non? Tandis que la PS5 Pro, vous rajoutez 50 €, vous mettez votre jeu dedans et ça fonctionne. Concernant la date de sortie, il y a une estimation qui est faite, et je dis bien une estimation, ce n'est pas un leak officiel de la part de Sony, mais la PS5 Pro pourrait sortir d'ici le mois d'août 2024. Et à mon avis, si elle sort dans cet état où on l'a vu, elle va faire un très gros carton. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup moins chère qu'un PC et vous avez en gros
une puissance phénoménale pour 650 €. Si vous suivez le monde un peu des consoles portables, en fait ça ne s'appelle plus console portable, ce n'est plus les bons termes. La console portable s'arrête à la Nintendo Switch. Aujourd'hui, nous parlons de console PC. Bien oui, c'est le nouveau terme employé par les développeurs et les constructeurs de consoles portables. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que normalement, toutes les consoles, que ce soit de salon et puis des consoles PC qui sortent actuellement, sont quasiment tous sur de l'AMD. On a la MSI Cloud qui est, elle, sur Intel, qui marche pas tellement bien par rapport à ces 900 €. Mais là, j'ai l'impression que Intel est en train d'ouvrir la porte tout doucement, en fait, de ces fameuses consoles PC. Et on retrouve de plus en plus d'Intel Core Ultra, les derniers modèles qui vont sortir, dans ces mini-consoles PC. Et c'est très intéressant, je suis vraiment désolé, les rafales sont en train de tourner autour de chez moi, comme par hasard quand je tourne, c'est génial. Nous parlons de la marque Aoki Zoe, donc c'est quand même un nom assez à l'arrache, j'espère que ça se prononce comme ça. Donc là, on parle de l'A2 Ultra, qui commence à 692 $. Alors, sachez qu'elle est en précommande, normalement elle est vendue par Tmall sur le marché chinois, mais on peut la commander pour avoir en France par exemple, mais bien sûr, il y aura les frais de port et les frais de douane. Maintenant, quand on regarde bien ce petit tableau, l'A1, l'A1 Pro et l'A2 sont toujours en Ryzen. Et pas n'importe lesquels. Je vous rappelle que le 6800U, qui commence à avoir un peu de l'âge maintenant, est excellent pour le gaming. Et on le retrouve souvent dans les ordinateurs portables. Maintenant, ce qui est vraiment bien, c'est que l'A2 Ultra, on a un Core Ultra 7, 155H et Ultra 5, 125H. Donc les derniers modèles et les derniers nés de chez Intel. Donc est-ce que Intel est en train vraiment d'ouvrir la brèche pour investir massivement dans les consoles PC, voire même dans les consoles de salon de prochaine génération, s'il y a? Si on analyse un peu le tableau, effectivement, pour le plus gros modèle, on est à 996 $. Donc en gros, 1200 € en France, on est bien d'accord. Pour ça, vous avez un Core Ultra 7 150H, donc 16 cœurs, 22 threads, cadencés jusqu'à 4,8 Go. Oui, ça ne dépassera pas les 5 Go pour l'instant, puisque le refroidissement, comme c'est compact, n'est pas assez fort pour gérer justement plus de 5 Go. En carte graphique, on a une Intel Arc, donc on aura une 8XE cadencée à 2,25 GHz, qui est vraiment pas mal quand même. En consommation, et c'est là le point négatif pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce qu'à mon avis, avec les mises à jour et l'avancée technologique, on aura mieux dans un certain avenir, on est à 35 watts. Et 35 watts, honnêtement, c'est pas beaucoup. Quand vous regardez un peu la ROG Ally, et c'est pour ça qu'ils vont faire la ROG Ally X, mais on en parlera juste après, l'autonomie, c'est 1 heure, 1 heure et demie maximale. Donc, honnêtement, quand on me dit que c'est une console portable, eh bien, vous la prenez partout pour jouer avec. Eh bien là, il vous faudra une rallonge électrique pour pouvoir la brancher et jouer plus d'1 heure et demie. Et c'est là que ça blesse. On est capable de faire des consoles PC très puissantes, aussi puissantes que des ordinateurs de bureau. Ok, c'est vraiment génial. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas d'autonomie. Donc, à quoi ça sert d'avoir une telle puissance? Maintenant, on est sur du 32, voire 64 pour le plus gros modèle en LPDDR5. Alors, c'est déjà quand même pas mal, cadencé à 7467 MHz. On a un SSD 2280, donc ce qu'on retrouve dans nos PC, voilà, en PCI 4x4. La résolution, là, c'est un écran 7 pouces en 1120p contre 1200p. Donc, c'est déjà pas mal. Wi-Fi 7. La batterie, 12 600 mAh. Je pense qu'ils auraient pu mettre quand même beaucoup plus de batterie, quasiment dans les 20 000 ampères. Les batteries de 17 000 ampères, ça se trouve. Donc, pour acheter ce genre de console-là, il faut rajouter une batterie externe qui se colle juste derrière pour avoir un peu plus d'autonomie. En poids, 666 grammes, c'est quand même pas mal. Quand vous faites des longues sessions, ça peut commencer à peser. Windows 11, bien sûr, comme je vous dis, c'est un ordinateur portable, en gros, et ça va sortir en mai 2024. Dites-moi si vous serez prêt à mettre, pour une telle puissance dans les mains, autant d'argent.
Le moment est venu, on va parler un peu de la ROG Ally X. Alors honnêtement, la ROG Ally est vraiment très bien conçue, très puissante, une des plus puissantes sur le marché européen et qui fonctionne très bien. Le problème, c'est l'autonomie, 1 heure, 1 heure et demie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le gros problème de ces consoles, c'est qu'on a beaucoup de puissance, on fera tourner tous les jeux du moment sans aucun problème, on a un écran 120 Hz, ok, c'est génial. Le problème, c'est que le Z1 Extreme chauffe tellement fort qu'il peut vous faire griller votre carte SD que vous avez mis en supplément dans votre console. Et ça, c'est pas trop cool. Donc, en fait, la ROG Ally X va venir changer ces petits défauts. Donc là, vous me dites, en fait, c'est pas une ROG Ally numéro 2. Non, c'est juste une mise à jour et on l'appelle X pour l'instant. Le 2 juin, au Computex, Asus va parler de cette fameuse ROG Ally X. Sachez qu'elle sera noire, je vous montrerai une photo juste après. Qu'est-ce qui va vraiment changer dans cette petite console portable? Ben en fait, pas grand-chose. On reprend exactement les mêmes composants, on aura toujours le même taux de rafraîchissement, sauf que la couleur va être noire. La carte SD risque d'être changée de place, mais à part ça, rien de plus. Si, une chose de plus. Vu que c'est une mise à jour, eh ben elle coûtera plus cher. Donc voici la nouvelle ROG Ally X, vous voyez, rien ne change, elle sera exactement au niveau des caractéristiques la même que l'ancienne génération, à part que le boîtier est noir. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de vous dans votre coin, mais je vais vous poser une question et si vous voulez y répondre en commentaire, on en débattra avec plaisir. Est-ce normal que nous, les joueurs, payons les défauts de conception des marques? Parce que pour moi, c'est une mise à jour. Ce n'est pas un nouveau modèle de console, donc c'est hors de question de payer plus cher pour une mise à jour et surtout pour corriger les fautes des ingénieurs qui ont mal fait leur boulot. Je suis désolé, mais pour ma part, c'est niette. Je ne mettrai pas un centime de plus pour avoir une ROG Ally X. Surtout qu'elle n'apporte rien en plus en performance. Nous avons la nouvelle Nintendo Switch qui devrait sortir dans très peu de temps, mais attention, Nintendo n'est plus seul sur le marché des consoles portables. Donc il va devoir vraiment faire un effort. Alors on sait à peu près, attention, ce sont encore une fois que des rumeurs parce que Nintendo ne communique pas vraiment sur la Switch 2. Eh bien en fait on aurait 12 Go de RAM, donc déjà c'est pas beaucoup parce que le minimum aujourd'hui c'est 16. 256 Go de stockage, c'est vraiment très peu. Et on serait sur du NVIDIA T239. Donc on aurait le droit au ray tracing, au DLSS. Donc à mon avis, je pense que Nintendo, vu qu'il s'embarque avec NVIDIA, va vraiment jouer non pas sur la composition hardware puissance de la console, mais plutôt sur l'IA pour pouvoir justement démultiplier la puissance avec le DLSS des composants de cette console. Comme NVIDIA le fait avec le DLSS 3 et bientôt le 4 avec les 5000. Donc on aurait de la DDR5 qui monte à 7500 MHz, mais voilà quoi, ça reste quand même assez light. Après, attention, on sait très bien que Nintendo reste toujours sur des produits accessibles à la vente, qui ne soient pas trop chers. En fait, c'est quand même une niche pour Nintendo. Après, est-ce que ça va vraiment concurrencer les autres consoles? Ben, moi, je vous le dis de suite, hein, même actuellement, si elle sortait dans cet état-là, par rapport à la plus bas de gamme, la Steam Deck, je ne vais pas dire bas de gamme, mais la moins puissante, eh bien, elle ne rivalise pas, quoi. C'est ça le gros problème. Et justement, en parlant de la Steam Deck, sachez que Valve a vraiment bien travaillé sur les Steam Deck. Alors, non pas sur les Steam Deck OLED pour l'instant, mais sur les Steam Deck LCD. Pourquoi? Ben, en fait, comme ils voient qu'il y a beaucoup de consoles PC sur le marché de plusieurs marques, et que, je vous rappelle, la Steam Deck est sortie en 2021, et en fait, c'était la console la plus puissante du marché. Mais aujourd'hui, elle n'est plus la plus puissante. Donc Valve, il faut qu'il retrouve une santé. Et pour ça, eh bien en fait, il a débloqué la fonction pour overclocker cette petite console. Alors, je vous le dis de suite, on ne pourra pas doubler la puissance de la Steam Deck, mais ce n'est pas encore très grave. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cette console, aujourd'hui, est la mieux aboutie. Pourquoi? Tout simplement parce que les mises à jour ont été faites régulièrement, et il y en a eu beaucoup par Valve, justement,
pour toujours augmenter la puissance, toujours augmenter l'expérience de jeu sur cette Steam Deck. Donc, la Steam Deck LCD, vous pourrez l'overclocker, hein, mais bon, ça va consommer beaucoup plus de batterie. Est-ce vraiment nécessaire? Je ne le pense pas, mais on le verra plus en détail dans une prochaine vidéo. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la Steam Deck OLED, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mais je pense que ça devrait arriver très très vite, on ne peut pas débloquer l'overclocking. On peut le faire par des moyens biaisés, mais je ne vous le conseille pas de le faire. Mais voilà, après c'est une console qui tourne toujours à 60 Hz, et honnêtement, pour ma part en tout cas, j'ai pas besoin de plus sur une console PC. Bon les amis, si je vous dis que les RX 8000 tant attendus, donc vous le savez tous, on n'aura que 2 déclinaisons de cartes, l'entrée de gamme, le milieu de gamme, et on n'aura pas de haut de gamme puisqu'il a été annulé. Pour l'instant, rien ne change et on le sait tous. Mais si je vous dis que les RX 8000 sont en fait de pâles copies des RX 5000, eh bien oui les amis, on en est là. Et c'est pour ça que nous n'avons pas de haut de gamme. Tout est dit dans cette news. Bon, vous êtes prêts? Le Navi 48 et 44, qui seront tous deux destinés aux consommateurs grand public et d'entrée de gamme, similaires au GPU RDNA de première génération, série Radeon RX 5000. Eh bien oui, nous allons voir encore une fois un refresh pour arriver au RX 8000. Alors au début on se disait mais franchement AMD c'est vraiment top, ils vont nous faire des cartes de milieu de gamme et d'entrée de gamme vraiment pas chères puisqu'on est estimé à 400-500 $ en gros quoi. Et tout le monde s'est dit ouais c'est génial, on va tout chez AMD. Mais le loup c'est que en fait ils n'ont pas le choix de faire des cartes graphiques pas trop chères. Parce qu'on est sur du refresh, d'un refresh. Donc, effectivement, c'est beaucoup moins cher que, normalement, les cartes prévues en RDNA 4, qui devaient arriver cette année, pour rappel. Donc, si on lit un peu les propos de chez AMD, lors de la conception de l'architecture de nouvelle génération RDNA 5, serait également le principal raison pour laquelle RDNA 4 est tellement supprimé, afin que de plus de temps puisse être consacré au perfectionnement de la génération qui vient après, tout en offrant une série grand public qui ne nécessite pas beaucoup de coûts de développement, c'est pour ça qu'elle est si peu chère. Selon certaines rumeurs, l'architecture GPU serait également utilisée dans les gammes d'APU Medusa de nouvelle génération dotées de cœur Zen 6. En fait, AMD a toujours un train de retard par rapport à la concurrence, et ça a toujours été depuis qu'ils ont racheté ATI. Car ATI, à la base, ils étaient comme AMD, ils avaient toujours un train de retard. Eh oui, ATI, ça date. Ouais, je sais, en début de vidéo, je suis en train de tapater en disant des choses que tu as envie d'entendre sur les consoles PC, sur les consoles, sur les PC gamers. Et puis d'un seul coup, en fin de vidéo, je te casse le moral en te disant que tu es en train d'économiser pour acheter une RX 8000 et en fait, tu vas acheter une RX 5700. Et là, je suis vraiment dégueulasse. Mais en fait, il ne faut pas vous abonner à cette chaîne. Non, je déconne les amis. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Le petit pouce bleu, c'est pour la récompense, pour le travail. Et puis bah écoutez, nous on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut les potes, ciao ciao.